Bonjour Pierre Vermeuren. Bonjour, merci. Soyez le bienvenu sur le plateau de Point de vue. Les frères musulmans à l'épreuve du pouvoir, c'est le livre que vous avez co-dirigé avec Sarah Ben Nefissa. Alors c'est aux éditions Odile Jacob et c'est disponible en librairie depuis fin janvier. Première question, pourquoi sortir un livre sur les frères musulmans là maintenant en 2024 ? Parce qu'il s'est passé un événement important en 2021, c'est le fait que les frères musulmans ont été chassés du pouvoir en Tunisie, Oui. après l'avoir été 8 ans et demi avant d'Égypte. Or, c'est la première fois dans l'histoire que les frères musulmans, qu'on connaît depuis plus d'un siècle, ont été élus démocratiquement dans des États arabes, d'abord en Égypte, en Tunisie et en Égypte, la même année au lendemain des printemps arabes en 2011, et ils ont été ensuite sortis du pouvoir, certes par des coups d'État militaires en Égypte ou civils en Tunisie, mais avec un très grand assentiment de la population. Ces populations qui les avaient élus avec des proportions électorales très importantes en 2011 se sont retournées contre eux à la suite de leur gouvernement et de leur politique. Et si vous voulez, c'est très important de comprendre les mécanismes qui ont conduit ce groupe au pouvoir de manière démocratique et qui les ont ensuite fait chasser. Parce que si on ne s'interroge pas là-dessus, on ne comprend pas cet échec. Et je constate que cet échec a été regardé un peu comme la fin des printemps arabes, mais on ne s'est jamais interrogé sur la question. Et avec mes amis intellectuels tunisiens et égyptiens qui ont participé à la rédaction de ce livre et à sa construction, on voulait expliquer aux Français, notamment à nos décideurs, les causes profondes en fait de ce rejet. Alors pour que les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous regardent comprennent bien ce dont on parle, qui sont les frères musulmans ? Est-ce que ce sont des militants politiques ? Est-ce que ce sont des djihadistes ? Est-ce que ce sont des salafistes ? Oui, alors le salafisme, d'une certaine manière, dans la mesure où c'est le retour aux sources de l'islam, ou plutôt à l'islam des origines, oui, ce sont des salafistes. Mais ce sont des salafistes qui ont une particularité, c'est qu'ils jouent apparemment le jeu politique, le jeu des partis, voire le jeu démocratique. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été élus, c'est parce qu'ils avaient des partis, parce qu'ils étaient présents dans les syndicats, qu'ils avaient une politique sociale, etc. En réalité, pour eux, c'est une stratégie, ou plus exactement, c'est une tactique, parce que leur stratégie, in fine, c'est d'instaurer leur ordre politico-religieux. Mais ils ont bien compris que le faire par la guerre civile, comme l'ont tenté de le faire les frères musulmans en Syrie, et précocement les salafistes en Algérie dans les années 90, c'est aller à l'échec et au suicide, en quelque sorte, face à un État militaire très autoritaire. Donc ils y sont allés par les urnes. Mais une fois qu'ils ont été au pouvoir, ils ont voulu imposer leur politique, mais qui n'est pas du tout une politique au sens où nous on l'entend. Ils ont souvent été comparés en Europe, en France, aux États-Unis, à une démocratie chrétienne. En réalité, leur objectif n'était pas de gouverner sur Terre, c'était de gouverner les âmes, les cœurs, les groupes sociaux, de les ramener à l'islam, et donc, in fine, de faire une politique religieuse et de se désintéresser totalement des affaires de la société et de cette société qui les avait portés au pouvoir pour des raisons qu'on connaît bien, le pouvoir d'achat, la liberté d'expression, etc., etc. Parce qu'il faut bien souligner effectivement que quand les frères musulmans arrivent au pouvoir en Tunisie et en Égypte, ils n'ont absolument aucun programme à défendre en réalité. Ils ont été élus parce qu'ils ont cette réputation d'être fidèles à des vertus très nobles. Simplement, une fois qu'ils sont aux affaires, il ne se passe rien. Il ne se passe rien au sens où nous, on pense qu'un parti qui est élu doit gouverner la cité, doit gouverner l'État, doit gouverner l'économie, les classes sociales. En réalité, l'école, l'hôpital, tout ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas de programme économique en réalité. Il n'y a pas de programme économique, il n'y a pas de programme social et surtout, ils sont contre l'État en réalité. Ils se sont servis de l'État pour l'investir, c'est ce qu'ils appellent en arabe le tamkin, mais c'est une politique d'occupation des places pour qu'une fois qu'ils aient infusé, qu'ils aient pénétré l'appareil d'État, ils puissent autour d'eux rayonner et imposer leur vision du monde. C'est une vision fondamentalement théologique et religieuse qui ne s'intéresse pas aux affaires de la terre et qui a un objectif terrestre qui est d'abord de réislamiser les musulmans, qui sont déjà musulmans, entre parenthèses, mais ils considèrent que ce sont des mauvais musulmans. Oui, c'était le cas en 2011 lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Absolument. Les Tunisiens n'étaient pas des bons musulmans. Non, c'était des mauvais musulmans qui, notamment, avaient pour tort de s'intéresser, de demander à leur État
d'une meilleure politique sociale, économique, scolaire, etc. Or, pour eux, si vous voulez, l'État, il faut bien comprendre que c'est un héritage colonial, c'est un héritage occidental, c'est un héritage chrétien, c'est quelque chose qui ne doit pas exister puisque la communauté des musulmans ne devrait pas être divisée en États. Elle devrait simplement tendre vers l'idéal du califat. Mais pour ça, il faut abattre les États et créer une grande communauté islamique internationale. Donc, dans des pays aussi nationalistes et où l'État est aussi puissant qu'en Égypte et en Tunisie, c'était à la fois une hérésie et une erreur majeure. Et c'est pour ça que les Tunisiens comme les Égyptiens se sont successivement retournés contre eux de manière très virulente parce qu'ils ont vu qu'ils ne répondaient à aucune de leurs attentes, qu'ils étaient en train de démanteler l'État, y compris les secteurs les plus vertueux, comme l'école en Tunisie, et que de surcroît, ils n'avaient aucun programme économique, et finalement, ils ne répondaient à rien des demandes qui les avaient conduites au pouvoir, et que même sur le terrain le plus attendu, c'est-à-dire leur moralité, leur honnêteté, eh bien, malgré tout, ils étaient corrompus, et ils s'adonnaient à des jeux d'argent avec les pays du Moyen-Orient, avec les contrebandiers, et donc, finalement, et avec les puissances ayant de l'argent, souvent acquis de manière illégitime à l'époque de la dictature. Donc, finalement, ils ont eu tout faux, et les populations se sont retournées contre eux très très vite en Égypte, puisqu'ils ont même attenté au canal à un moment en voulant le proposer aux Qataris, ce qui était quand même un comble quand on connaît l'histoire de l'Égypte. Et puis ensuite, en Tunisie, on a des choses similaires. Oui, en fait, ils ont aussi sous-estimé les nationalismes aussi dans cette région-là. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Ils ont totalement sous-estimé le poids de l'État, de la fonction publique, de cet idéal de protection et de sécurité que représente l'État. Et effectivement, du coup, le nationalisme, c'est d'abord un héritage de la lutte contre l'indépendance, de la lutte pour l'indépendance contre la colonisation, mais c'est devenu au fil des décennies un État protecteur dont on attend beaucoup. On attend d'être soigné, on attend un salaire, on attend un revenu, on attend d'être fonctionnaire, on attend des diplômes, on attend d'être défendu. Or, ils ont laissé en quelque sorte se déliter l'État, et notamment ses fonctions de base, le ramassage des ordures, la propreté de la ville, la sécurité dans la cité, etc., etc. Alors, j'aimerais qu'on parle de la structure des frères musulmans. Comment elle fonctionne, cette confrérie, puisqu'on parle de confrérie? Est-ce qu'il y a un organigramme? Est-ce qu'il y a un chef, des ministres? Comment ça se passe? Il faut bien comprendre que c'est un organisme qui a été créé dans les années 20, à l'époque où étaient créés les partis totalitaires, et que c'est un parti révolutionnaire, donc avec une structure légale que l'on connaît, et c'est d'ailleurs ces gens qui ont été élus, et une structure clandestine, qui a permis d'ailleurs de traverser les périodes de répression comme à l'époque de Nasser. Cette structure clandestine, en fait, c'est elle qui a le pouvoir réel. Et donc quand Morsi a été choisi par ce qu'on pourrait appeler la coupole, en tout cas la direction internationale des frères musulmans en Égypte, il n'était qu'une sorte de fonctionnaire au service de ce gouvernement occulte, et il recevait ses ordres. Donc c'était un président qui a été élu démocratiquement, mais qui en fait obéissait à un pouvoir invisible, et bien sûr les Égyptiens s'en sont rendus assez vite compte. Donc ça veut dire que fondamentalement, ce n'est pas un parti démocratique, ce n'est même pas un parti qui fonctionne sur le modèle du centralisme démocratique comme on a connu les partis communistes, ou plus exactement un peu ça, mais de manière en plus occulte. Et donc cette structure n'est pas du tout favorable ni apte à gouverner un État démocratique. Et c'est là qu'ils se sont perdus en quelque sorte, puisque au fond les exigences de la gestion, les dirigeants d'un État doivent les prendre en compte. Ils voient bien qu'il y a des grèves, qu'il y a des demandes sociales, etc. Mais quand vous êtes totalement coupé des affaires, puisque vous êtes dans un gouvernement parallèle, eh bien ça vous échappe. Alors c'était un peu plus compliqué en Tunisie, parce que le président Ranouchi, enfin président du parti, et qui a été président du Sénat, n'était pas directement à la tête de l'État. D'ailleurs, ils n'ont jamais gouverné, là, ils n'ont pas eu Carthage, la présidence de la République, mais ils étaient en second rang, et surtout, il avait des qualités politiques qui lui faisaient comprendre. Il avait même dit à un moment, d'ailleurs, qu'il pensait que les Tunisiens, c'était peut-être déjà trop tard, que peut-être que le virus de l'étatisme ou du nationalisme était trop profondément incrusté chez les Tunisiens. Mais il a essayé, par des stratégies diverses, d'arriver à ses fins, mais finalement, à la fin, les Tunisiens se sont eux aussi retournés contre ce parti qui ne leur apportait aucune réponse. Alors Ranouchi, c'est le patron des Nahda, hein, c'est ça? Absolument, c'est le patron des Nahda, le parti islamiste tunisien. Absolument. Et c'est vrai que ce parti, pardon de le dire, mais il jouait
d'une image assez positive en Occident, alors que c'est un parti qui quand même est dirigé par les frères musulmans. Comment expliquez-vous cette naïveté peut-être du monde occidental vis-à-vis des frères musulmans, qui est considéré peut-être comme un mouvement, qui l'a été en tout cas pendant longtemps, considéré comme un mouvement de stabilité peut-être dans cette région? Oui, je vous disais, comme une alternative à la dictature, comme une alternative démocratique, et que l'on comparait fréquemment aux démocrates chrétiens. C'est oublier que derrière les démocrates chrétiens, il y avait toute l'histoire de l'Europe, l'histoire des 2 guerres mondiales, des totalitarismes, de la démocratie, des révolutions, toutes histoires que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord n'ont pas connues. Donc déjà, on fait un plaquage faux. Deuxièmement, il y a des lectures qui ont été faites par des intellectuels européens, français, mais aussi américains, qui sont, alors dans le cas des Européens et des Français en particulier, qui n'accordent pas beaucoup d'importance, pour ne pas dire aucune, aux facteurs religieux. C'est-à-dire qu'on a habillé ce mouvement religieux d'une vision révolutionnaire classique. Vous vous rappelez du débat au moment des printemps arabes entre ceux qui disaient que, ou même au moment des attentats, que la colère finalement était habillée dans un langage religieux, mais qu'en réalité c'était une colère politique et sociale. Ça, c'est peut-être vrai chez les militants de base, dans les petites mains de ces mouvements, mais c'est pas vrai chez les dirigeants qui sont des idéologues, qui ont des objectifs religieux. Et là aussi, une grande confusion, parce qu'en France, non seulement on comprend mal la religion et souvent on ne l'accepte pas comme facteur explicatif, mais en plus on confond allègrement le christianisme qui a un certain moment de son histoire et l'islam qui a un autre moment de son histoire. Donc si vous voulez, voilà, on aurait aimé que ce parti triomphe, les marxistes auraient aimé qu'il prenne le pouvoir lors d'une révolution et qu'il impose un ordre juste. Les gens qui luttaient contre la dictature auraient aimé cela aussi. Les démocrates auraient rêvé d'un parti qui se transforme en démocratie chrétienne, démocratie musulmane. Et bien tout ça c'était faux, parce que c'était des visions idéologiques, c'était des projections, et elles se sont fracassées sur le réel. Le mouvement des frères musulmans, il existe en France ? Bien sûr. Bien sûr, il existe en Europe. Si vous voulez, il existe d'autant plus qu'actuellement, les frères musulmans sont pourchassés, et souvent très brutalement, voire interdits, dans les pays arabes. Donc ils prennent refuge en Europe ? Et donc, oui, ils se sont réfugiés en Europe parce que c'est le seul terrain sur lequel ils peuvent agir. Alors, il y a des États qui sont plus ou moins investis. Par exemple, la Belgique est extrêmement investie. Il y a une politique d'entrisme dont on parle souvent au niveau des institutions européennes. Et cette promotion du hijab. Absolument. Il faut que ce soit des États faibles, parce qu'il faut que ce soit des États qui les laissent prospérer, soit par ignorance, soit par incompétence, soit par peur. Et bien sûr que les frères musulmans sont très présents. Ils ont même 2 écoles, 2 instituts de formation des imams en France. Et puis, alors, ils sont présents pas toujours sur la forme de manière autonome, mais ils sont présents aussi à travers la politique turque, puisque Erdogan, au fond, est devenu un peu le protecteur aujourd'hui des frères musulmans. On parle souvent du Qatar, mais le vrai pays puissant dans le domaine, c'est la Turquie, et elle a une politique vis-à-vis de ses immigrés. Quand il demande, Erdogan, à ses immigrés de ne pas s'intégrer, et il demande ça dans une mosquée en Alsace, devant des frères qui sont rangés selon leur sexe dans une mosquée, eh bien sûr, il le fait. C'est une politique des frères musulmans délibérée, affichée, et on n'a pas les outils pour répondre à ça, parce qu'on a du mal à le comprendre, et on n'ose pas mesurer l'ampleur de ce que ça signifie, si vous voulez, sur leur fonctionnement et les conséquences pour notre société. Je disais tout à l'heure, en 2011, lorsque le printemps arabe a éclaté en Tunisie et en Égypte, on avait le sentiment qu'il y allait y avoir un vent de démocratie qui allait souffler sur ces 2 pays. Et il se trouve que les frères musulmans sont arrivés au pouvoir. Quand on fait le bilan de ces printemps arabes, est-ce qu'on se dit que finalement, ça a été une réussite ? Ce qui a été une réussite, c'est qu'on a vu que les aspirations de la population étaient, je dirais, normales. C'est-à-dire que la population, elle réclamait de vivre mieux, d'être plus libre, de pouvoir s'exprimer. Il y a eu d'ailleurs une explosion dans la presse, dans les arts, dans les différentes formes d'expression artistique. Il y a eu des demandes d'égalité, de liberté. On a vu fleurir tout un tas de revendications qui sont très proches, de fait, de ce à quoi aspirent par exemple les populations d'Europe de l'Ouest ou d'Europe de l'Est aujourd'hui. Mais malheureusement, ça n'a pas débouché politiquement. Alors il y a eu des élections libres, elles ont donné lieu à l'élection des frères musulmans, et donc les conséquences, on vient d'en parler. Parfois, les frères musulmans ont essayé de court-circuiter, quand ils ont été confrontés, comme en Syrie, à un État extrêmement brutal qui a directement sorti les armes, ils ont répondu par les armes, et ça a donné lieu à une guerre civile terrible. Bon, en Libye, on est dans une politique
politique intermédiaire, mais non, ça n'a pas été une réussite. Mais en tout cas, les aspirations démocratiques à la liberté, au travail, à l'égalité, à des conditions de vie normales de ces populations a été dévoilées, et c'est quelque chose qui, bien sûr, ne va pas s'arrêter. Mais pour l'instant, il y a un blocage historique. On verra ce qui se passera dans les années à venir. Et aujourd'hui, ces deux pays sont dirigés donc par deux autocrates, Abdel Fattah el-Sisi en Égypte et Kais Saied en Tunisie. Merci beaucoup, Pierre Vermeuren, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, toujours disponible bien sûr en librairie, Les frères musulmans à l'épreuve du pouvoir, un livre que vous avez co-dirigé avec Sarah Ben Nefissa. Merci encore d'avoir été mon invité.